Un podcast ici. Il est à peine moins haut que l'Everest, mais certainement plus difficile à gravir. Le K2 et ses 8611 mètres ne se laissent pas atteindre par le premier alpiniste venu, c'est peu de le dire. Ce sommet situé sur la frontière entre le Pakistan et la Chine a connu de nombreux drames depuis sa première ascension par les Italiens en 1954. 70 ans plus tard, l'alpiniste supersonique Benjamin Védrine se lance un double défi. D'abord, battre le record de vitesse d'ascension du K2 et ensuite redescendre en parapente après avoir décollé du sommet, ce qui n'a jamais été fait jusque-là. Ce qu'il ignore, c'est qu'une épreuve d'une toute autre nature l'attend. Car là-haut, 2 guides italiens sont en perdition, bloqués dans la pente à plus de 7000 mètres d'altitude. Il n'y a que lui, Benjamin Védrine, et son caméraman, le réalisateur Seb Montaz, qui peuvent les sauver, eux et personne d'autre. Je m'appelle Lionel Cariou et je vais vous raconter comment l'un des alpinistes les plus talentueux de sa génération est passé en seulement 48 heures de l'euphorie d'un record à l'angoisse d'un secours. Un acte aussi gratuit que risqué qui montre que la solidarité peut exister même au pays de l'oxygène rare. La folie des hauteurs, un podcast ici. Des histoires de montagne à couper le souffle. Benjamin Védrine au sommet du K2, la solidarité au-delà du record. Ça fait 45 jours qu'il attend ce moment. 45 jours que Benjamin Védrine peaufine sa préparation sur les pentes vertigineuses du K2. K2, un drôle de nom pour un sommet. Le K désigne le Karakoram, le massif dans lequel il est situé entre le Pakistan et la Chine. Quant au numéro 2, il a été attribué par un topographe du 19e siècle. Quand on le regarde depuis le camp de base, le K2 ressemble à une gigantesque pyramide. Pourtant, depuis qu'il est ici, Benjamin n'a pas beaucoup eu le loisir de l'admirer. Tous les jours ou presque, la montagne est enveloppée par la neige et le brouillard. Nous sommes le samedi 27 juillet 2024. Tout à l'heure, à minuit, Benjamin Védrine s'élancera vers son but. En temps normal, les grimpeurs mettent plusieurs jours à rejoindre le sommet, en s'arrêtant régulièrement pour se reposer dans les camps qui jalonnent l'itinéraire. Benjamin, lui, a prévu d'avaler les 3500 mètres d'ascension d'une seule traite. Il devra quand même faire une pause au camp 3, vers 7200 mètres d'altitude, pour enfiler des vêtements chauds et surtout récupérer la voile de parapente qui lui permettra de redescendre. C'est aussi au camp 3 que l'attend Sébastien Montaz, chargé de filmer l'expédition. Sébastien est un réalisateur de documentaires très expérimenté, habitué des tournages extrêmes. Avant de partir, Benjamin veut s'assurer que tout est bien en place. Alors, il saisit le talkie-walkie et appelle Seb Montaz. C'était important pour moi que Seb me dise « Ben oui, ton sac est là, tout est nickel, tu peux arriver tranquille et puis récupérer tout ça. » Il va voir, il revient et il me dit « Ben non, il n'y a pas ton sac. Il n'y a pas ton sac, il y a des parties de ton sac déchirées, mais rien d'autre, quoi. » Au début, je me dis c'est une blague de Seb. Et en fait, il me répète ça 2 fois, il me semble. Et là, je réalise, je suis au camp de base et moi, je tombe des nues, évidemment, parce que je me dis que sans ça, en fait, je ne peux pas tenter. Ses affaires ont disparu. Benjamin n'en croit pas ses oreilles. C'est comme si l'histoire se répétait. Une nouvelle fois, son rêve risque de lui échapper. Je dis ça parce que 2 ans auparavant, le jeune guide avait déjà tenté l'ascension du K2. À 250 mètres du sommet, il avait sombré, victime du manque d'oxygène. Des alpinistes italiens l'avaient aidé à redescendre. De cette journée, il ne garde que des souvenirs confus. Aujourd'hui, ce n'est pas la forme qui lui manque, mais du matériel, simplement du matériel. Donc dans ma tête, à ce moment-là, c'est un peu un vide qui s'installe à quelques heures du départ. Et à quelques heures du départ, au-delà du doute qui s'installe, c'est même carrément peut-être l'expert entière qui est mise en péril, quoi. À 32 ans, ce grand brun au regard magnétique n'a pas l'habitude de baisser les bras aussi facilement. D'autant que Benjamin Védrine n'est pas fait comme vous et moi. Tenez, 2 jours avant cette interview, il avait descendu le Mont Blanc à ski 4 fois dans la même journée par 4 itinéraires différents et tous très raides. Alors,
Lorsque la machine se grippe au pied du K2, le guide improvise. Il récupère son parapente de secours qu'il avait prêté à un autre grimpeur et pour les vêtements en duvet, indispensables au sommet, il emprunte ceux de Seb Montaz. Mais à ce moment-là, je suis avant tout ému et ça me remet dans un bon mood à quelques heures du départ. Donc, cette histoire de sac qui au début aurait pu s'avérer être vraiment délétère pour le résultat final, ça a fait une sorte d'émulation, on va dire, de solidarité. Et finalement, ça devait peut-être faire partie de l'histoire. Cette fois, c'est la bonne. Benjamin peut se mettre en route. Les conditions météo sont idéales, pas de vent et une température à peine quelques degrés en dessous de zéro. Benjamin se sent bien. À minuit, comme prévu, il s'élance. Le rythme est soutenu, régulier. Ses crampons mordent la neige, durcis par le gel. Au lever du soleil, le Français atteint le camp 3 qui se trouve environ aux 2/3 de son parcours. Comme prévu, il y fait une halte, enfile des vêtements chauds. Puis il repart, désormais suivi par le drone de Seb Montaz qui le filmera jusqu'au sommet. Benjamin n'est pas le seul à emprunter la trace ce jour-là. Il dépasse notamment 2 Français, Liv Sansoz et Zeb Roche, puis un troisième, Jean-Yves Frédériksen, dit Blutch. Tous ont choisi de grimper sans oxygène et tous ont prévu de redescendre du K2 en parapente, ce qui, jusqu'à ce jour de juillet 2024, n'avait encore jamais été fait par personne. Benjamin Védrine continue de monter. Il est comme aimanté par le sommet. J'ai cette hantise de avoir des problèmes liés à l'altitude et cette année, ça se passe bien. Et je passe toute la partie où j'avais eu une vraie amnésie, quoi. Moi, je me souvenais plus du tout de cette partie-là, entre 8003 et 8004. Et ensuite, plus je monte, et plus je retrouve une forme de flamme intérieure. J'ai du mal à croire que je suis au sommet du K2. Je crois que c'est pour ça que j'ai pleuré tout à l'heure. À 11h15, ce 28 juillet 2024, Benjamin arrête son chronomètre. Ça fait très exactement 10h59 qu'il a quitté le camp de base. Ah putain, sommet du K2 quoi. Sommet du K2, incroyable. 10h59 pour gravir la pyramide du K2, c'est sidérant. En 1986, le guide français Benoît Chamou l'avait fait sans oxygène comme Benjamin en 23 heures et c'était déjà une immense prouesse. La preuve, c'est que le record a tenu près de 40 ans. Donc j'ai ce privilège de pouvoir au moins avoir le sommet pour moi et ça c'était quelque chose que j'escomptais. J'avais vraiment envie d'avoir ce moment de solitude là-haut parce que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve au sommet du K2. Je m'étale par terre littéralement et puis en fait je suis pris d'émotions assez profondes à ce moment-là et des émotions que j'avais pas forcément anticipées, quoi. Je m'assois sur la neige, je prends la radio, le talkie-walkie, puis je préviens les autres que je suis arrivé au sommet. Voilà, les copains, au talkie-walkie. Là-haut aussi, le signal passe, heureusement. Et ensuite, ils me demandent si je vais décoller en parapente, etc. Et là, j'arrive pas du tout à répondre. Les mots sortent pas. Et puis tout d'un coup, je fonds en larmes complet, quoi. Et je chiale pendant, je sais pas, peut-être 4 minutes, j'en sais rien. Le temps m'est paru vraiment long, quoi. Benjamin déplie sa voile, il embrasse du regard les sommets du Karakoram. Il attend que le vent se lève. Bon, maintenant je vais voir si ça marche pour décoller. Ça serait quand même génial. À 11h45, Benjamin s'envole. Un moment capté par la petite caméra qu'il a sur lui. Le paysage est époustouflant. Une myriade de sommets enneigés s'étalent sous ses pieds. Vers le nord, côté chinois, c'est un paysage désertique qui s'étend à perte de vue. Installé sur la nacelle de son parapente, il peut enfin admirer le K2 dans son ensemble et mesurer l'immensité de cette pyramide de roc et de glace. Benjamin Védrine ne dit plus un mot. Il savoure, flottant comme une plume à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol.
30 minutes plus tard, il atterrit au camp de base. À pied, il aurait mis 2 jours. Bientôt, les autres Français se posent à leur tour. Il y a Blutch, Jean-Yves Frédériksen, l'alpiniste solitaire. Quant à Liv Sansoz et Zeb Roche, ils viennent de réussir la première descente du K2 en parapente biplace. Quand on y pense, c'est assez incroyable que le même jour, ces 4 Français qui se connaissent réalisent chacun leur exploit. Alors le soir, place à la fête. Les Français et les Pakistanais, qui assurent en coulisses toute l'intendance des expéditions, ont le sourire. On danse, on chante et on tire même pour l'occasion quelques feux d'artifice. Le lendemain, lundi 29 juillet, c'est relâche. Benjamin et Sébastien reprennent quelques forces avant de remonter au camp 2, 1500 mètres plus haut, pour récupérer leur matériel. C'est important de le souligner car ça peut paraître dingue, mais beaucoup de grimpeurs abandonnent leurs affaires dans la descente. Mais ça, c'est hors de question pour Seb Montaz. Évidemment qu'on va redescendre le moindre gramme de choses qui sont montées sur le K2. Tous les camps du K2 sont des déchetteries à ciel ouvert avec des strates. On a parfois 2 mètres de tissu de tente l'une sur l'autre où on peut presque comme un arbre lire les saisons. Donc on a un camp 1, camp 2, camp 3 qui sont des magasins de sport. C'est comme si on avait même mis une bombe dans un magasin de sport. On peut absolument tout trouver. Piolets, crampons, bouteilles de gaz, tentes, réchaud, gaz de réchaud. C'est caricatural presque d'avoir une si belle montagne avec autant de détritus. Donc il faut qu'on ramène tout ça. Comme prévu, donc, le mardi, les 2 Français se mettent en route. Ils sont exténués et voilà que le mauvais temps est de retour. C'est Benjamin qui arrive le premier au camp 2. L'emplacement est minuscule. Les tentes sont littéralement accrochées au flanc de la montagne. Le confort est plutôt spartiate et l'alpiniste est pressé de plier bagages. Et puis je reçois un message de Sylvia, qui était une Italienne en fait d'une autre équipe d'alpinistes qui était au camp de base avec nous. Et à ce moment-là, du coup, elle me dit Marco et Federico sont en difficulté et ont besoin d'aide. Marco Maggiori et Federico Secchi sont 2 guides italiens, des cadors. Eux sont venus sur le K2 pour le redescendre à ski, ce qui n'a été fait qu'une seule fois dans l'histoire. Sauf que leur tentative est en train de virer au cauchemar. Je sais pas pourquoi, mais sur cette expédition, et comme la plupart des autres aussi, mais encore plus sur celle-là, je sentais que j'allais peut-être faire face à un secours ou à quelque chose que j'allais devoir gérer qui n'était pas du tout prévu, quoi. Ici, pour bien comprendre, il faut faire un petit retour dans le passé. C'est que Benjamin, au fond de lui, cache une blessure qui remonte à une dizaine d'années. À l'époque, tout jeune guide, il avait emmené un client dans la traversée de la Meije, l'un des sommets mythiques de nos Alpes françaises. Je me souviens, ça y est, j'ai des images qui me reviennent. Je démarre du refuge du promontoire depuis lequel j'avais fait connaissance avec des anciens. Je monte par la voie normale et je vois ces anciens du coup qui assurent de manière totalement incongrue, quoi. Et arrivé au refuge de l'Aigle, du coup j'y dors et eux n'arrivent pas. Et sur cette traversée mythique, du coup, ils sont restés bloqués. Ils se sont retrouvés pendus comme ça à la fin de leur corde dans une grande pente de glace. Depuis le refuge, on peut voir les 2 malheureux à la jumelle. Le jeune Benjamin voudrait y aller, tenter de leur porter secours. Mais un guide plus âgé l'en dissuade. Ça, c'est un travail pour les professionnels du secours, lui dit-il. Personne n'est allé secourir. Et moi, du coup, j'ai dû essayer de dormir comme ça, avec cette mauvaise conscience. Et le lendemain, je me suis réveillé avec du coup l'hélico qui arrive des secours pour enfin les secourir, parce qu'ils ne pouvaient pas venir la nuit. Et on a su en fait qu'ils étaient proches d'une hypothermie, enfin ils étaient dans une hypothermie, mais ouais, sévère quoi, très sévère. Et donc là, je me suis dit, si ils étaient morts, qu'est-ce que j'aurais pensé? Et depuis ce jour-là, je m'étais dit, si un jour un secours se présente devant moi, j'irai, voilà. Eh bien, ce jour-là est arrivé, et pas n'importe où, sur les pentes du K2, cette montagne redoutable qui a déjà tué de nombreux prétendants. Alors, qu'est-il arrivé au juste aux 2 alpinistes italiens? Le 29 juillet, pendant que Benjamin Védrine se repose au camp de base après son ascension éclair, Marco et Federico progressent lentement vers le sommet. Eux non plus, en bons puristes, n'utilisent pas d'oxygène.
Les deux grimpeurs ont dépassé la barre des 8000 mètres d'altitude. Federico Secchi est devant. Marco Maggiori, lui, peine à avancer. Marco vit à Bormio, dans le nord de l'Italie. C'est entre deux courses en montagne qu'il nous raconte son aventure au K2. À un certain moment, à environ 8500 mètres, je décide d'abandonner parce que j'aurais atteint le sommet trop tard. Je salue Federico, je signale au camp de base que je rentre et donc que je redescends. La mort dans l'âme, à 100 mètres seulement du but, Marco redescend et s'installe dans la tente laissée à 8000 mètres d'altitude, dans ce que l'on appelle la zone de la mort. Un endroit où le manque d'oxygène et le froid rendent la vie quasi impossible. La zone de la mort, on y passe, mais on n'y reste pas. Vers 23h, Federico, qui lui a atteint le sommet, le rejoint dans la tente. Tous deux s'apprêtent à passer la nuit là. Mais sans briquet, impossible d'allumer le réchaud pour faire fondre la neige et boire. Le lendemain matin, fatigué, assoiffé, il chausse les skis et entame la descente. Le brouillard était très épais et quand je suis reparti, j'étais convaincu d'aller dans la bonne direction. Mais au lieu de cela, j'allais dans une toute autre direction et tout à coup, je me suis retrouvé à voler dans le vide. J'ai atterri dans un trou, une véritable crevasse. Marco n'a même pas le temps de pousser un cri pour avertir Federico. Lors de la chute, je me déboîte l'épaule droite et me la fracture. Heureusement, j'atterris dans de la neige molle et je ne me casse rien d'autre. C'est une chute d'une dizaine de mètres et j'atterris la tête vers le haut et donc je peux respirer. Marco est pris au piège, coincé dans une crevasse à plus de 7500 mètres d'altitude, au fin fond du Pakistan. Quelle poisse! Dans les Alpes, on serait venu le chercher en hélico, mais dans le Karakoram, il n'y a pas de secours organisé. Marco va devoir compter sur ses propres forces. J'ai mal à l'épaule et heureusement, à un certain moment, c'était comme si je m'éteignais. Je me vois d'en haut, je suis envahi par un calme fou, comme si tout devenait plus beau, plus bon. C'était une sensation vraiment étrange. Mais c'est certainement ce qui m'a sauvé, car dans cet état de conscience, c'était comme si ma conscience s'était détachée de mon corps. Mais je m'en souviens très bien. Je me souviens exactement de tout. Les lumières, je me souviens de l'odeur de la neige, je me souviens du vent, et je me souviens que je me sentais bien avec tous ces éléments. Et dans cet état, je comprends qu'il y a une solution, que je peux rentrer chez moi, que je peux me sauver, et le fait de comprendre qu'il y a une solution me fait rentrer dans mon corps et me fait faire tous les mouvements de la manière la plus précise possible pour préserver l'énergie et pour sortir de ce trou. Malgré son épaule luxée, il réussit quand même à saisir ses skis et à les planter dans la paroi de la crevasse. Et petit à petit, mètre après mètre, il parvient à s'extirper de sa prison de glace. Ça lui a pris 2 heures d'un effort surhumain. Mais à ce moment-là, il manque de lucidité. Pensant s'alléger, Marco jette une partie de ses affaires au fond de la crevasse. Sa trousse, sa pharmacie et surtout sa tente disparaissent dans les profondeurs du glacier. Sa chance tout de même, c'est que le brouillard se dissipe quelques instants, juste assez pour qu'il aperçoive l'emplacement du camp 3. L'Italien chausse les skis et se remet à glisser. Marco, à bout de force, rejoint Federico et s'effondre dans ses bras. Les deux hommes ne sont pourtant pas tirés d'affaire, loin de là. Le camp 3 a été déserté. On y trouve du matériel abandonné, recouvert par la neige, mais il n'y a plus aucune tente qui tienne debout. Et la leur de tente, je vous rappelle qu'elle est au fond d'une crevasse. En fouillant, les deux Italiens dégotent tout de même une vieille toile qu'ils remontent sur eux, comme une couverture. La situation est critique. Marco ne va pas bien du tout.
Pendant ce temps-là, au camp de base, tout le monde est épuisé, incapable de remonter jusqu'aux 2 alpinistes en perdition. C'est à ce moment-là que Benjamin reçoit l'appel de Silvia, son amie italienne. Souvenez-vous, Benjamin Védrine se trouve au camp 2, c'est-à-dire que c'est lui le plus proche des Italiens. Et il comprend que personne d'autre ne pourra leur venir en aide. Mais tout cela, ce n'était pas prévu. Et toutes ses affaires, notamment sa grosse combinaison chaude, se trouvent en bas, au camp de base. Alors, avec Seb Montaz, qui vient de le rejoindre au camp 2, il se lance dans une sorte de chasse au trésor pour trouver dans les tentes abandonnées de quoi affronter la nuit et le froid. Et là, heureusement, il y avait quelques vêtements, on a trouvé ce qu'on pouvait. Je vois aussi des Pakistanais, alors je leur demande une lampe frontale, parce que j'ai pas tant de lampe frontale non plus. Donc il y en a un qui m'en prête une. Je prends du gaz, je prends une tente, je prends quelques seringues, et puis des produits pour limiter les œdèmes cérébraux, un peu de nourriture, voilà. Et Benjamin est prêt dans une combinaison beaucoup trop petite pour lui, d'une alpiniste qui fait 1m60, avec les bras et les tibias dehors. Il ressemble à pas grand-chose avec ses chaussettes en laine blanche sur ses chaussures, avec sa frontale qu'on aurait pu attribuer à un enfant de 8 ans qui part en camping. Mais voilà, il part au secours et puis il a son eau et il est parti. Voilà. Mais à ce moment-là, je sais pas du tout ce à quoi je vais faire face, quoi. Je sais pas si même je vais être utile. Les 2 hommes se mettent d'accord. Benjamin part seul. Sébastien attendra ici son retour avec les 2 Italiens, si tout va bien. Malgré la fatigue, Benjamin met le turbo, comme s'il retrouvait toute l'énergie qu'il a mis pour accomplir son record. Juste avant la nuit, il atteint le camp 3, 600 mètres plus haut. Je croise en premier Federico, qui a l'air plutôt bien. Et par contre, alors quand je vois Marco sortir de cette tente, j'ai pas envie de dire de ce tombeau, mais en tout cas de ce trou de neige, là je me rends compte que en fait, j'ai eu bien fait de monter, quoi. Parce qu'il est complètement livide, il a les yeux qui sont gonflés, il est épuisé, il est sans vie quasiment. C'est un peu exagéré, mais en tout cas, il est plus lui-même, quoi. Benjamin installe une tente qu'il a montée avec lui et se glisse à l'intérieur avec les 2 Italiens. Avec le talkie-walkie, il appelle le médecin du camp de base qui lui donne des conseils pour soigner Marco. Toutes les 2 heures, il faut lui faire une piqûre de dexaméthasone dans la cuisse. C'est un corticoïde très puissant qui permet de lutter contre les œdèmes cérébraux provoqués par l'altitude. La nuit s'annonce très longue et très inconfortable. Mais ce que les naufragés du K2 ignorent, c'est qu'une chaîne de secours est en train de se mettre en place depuis le pied de la montagne. Sébastien, au camp 2, met la main sur une bouteille d'oxygène montée par un porteur pakistanais. Et contrairement à ce qui avait été décidé, il se met en route pour la porter aux Italiens. Entre le camp 2 et le camp 3, c'est quand même long. C'est pas du tout de la marche dans la neige, hein. Il y a du rocher, il y a des traversées. Il y a la fameuse Black Pyramid, hein, qui est une espèce de dalle de rocher noir avec des traversées. Et il va faire nuit dans 2 heures. Seb Montaz prend un gros risque pour monter cette bouteille d'oxygène. Et c'est sous la neige qu'il parvient au camp 3. Il était à peu près 11h du soir, 23h, 23h30 peut-être. Et j'ai appelé Benj, il sort la tête de la tente. Il a halluciné parce qu'il pensait vraiment pas me voir, surtout avec si peu d'équipement. Allez, c'est qui? J'ai de l'ox avec un masque. Il va pas que tu descendes, c'est non? Pourquoi? T'es pas habillé là? Marco, c'est plus dessus, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a, quoi? Ouais. C'est pas clavicule fracturé? Hein? Clavicule? Non, on sait pas si c'est l'épaule. Il est tout gonflé, quoi. Et donc là, on prend sa bouteille d'oxygène et donc on le met sur la bouche de Marco. Mais là, alors là, en 2 minutes, c'est dingue, quoi. Je vais mettre à 0 pour l'instant. Ça lui fait un effet bénéfique incroyable et il reprend des couleurs. Allez, Mario. Et puis, au bout de quelques minutes, il se remet à dire des blagues comme il faisait avant. Don't do your princess. Il se remet à être Marco comme il était, quoi. Et donc, en fait, le vrai médicament qui a fonctionné, là, à ce moment-là, qui fonctionne, c'est l'oxygène, quoi. Marco ne se souvient pas très bien de ce soudain retour à la vie. En revanche, il se rappelle que le lendemain, à l'aube, il va un peu mieux.
Suffisamment en tout cas pour commencer la descente. À 5h du matin, les 4 hommes quittent le camp 3. Marco tient à peine sur ses jambes. J'avais cette épaule douloureuse. Ils l'avaient attachée sous ma veste, contre mon corps, et Federico, Benjamin et Sébastien se sont relayés et m'ont pratiquement servi de guide. Après 12 heures de souffrance, je suis retourné au camp de base. Lorsque ces 4-là rejoignent le petit village de Tente, c'est l'explosion de joie. Dès le lendemain, Marco est évacué vers un hôpital pour y être soigné. Sébastien et Benjamin, de leur côté, finissent enfin de ranger leurs affaires avant de rejoindre l'Hexagone. Les 2 Français et les 2 Italiens, depuis, n'ont pas eu l'occasion de reparler de ce sauvetage. Pourtant, chacun ressent à peu près la même chose. Ce sauvetage m'a fait comprendre qu'il existe encore beaucoup d'humanité et que même dans un monde pratiquement régi par la technologie, où il est difficile de maintenir des contacts humains, ce sauvetage a été la démonstration que l'humanité existe encore, que les hommes existent encore, et cela a été une très belle révélation. Quelque chose auquel je ne croyais pas beaucoup, mais qui m'a beaucoup surpris, et j'en suis reconnaissant. Si une telle situation devait se reproduire, j'essaierai certainement de rendre l'appareil et d'aider ceux qui en ont besoin. La symbolique du secours est très très importante et moi c'est une très très grande satisfaction. Tu vois, je ne suis pas à me dire j'ai sauvé une vie, c'est pas ça, c'est juste que j'ai été le rouage de quelque chose qui a rassemblé des énergies et beaucoup d'humanité. Dans des expéditions, en général sur des 8000 qui sont très auto-centrées, très personnelles, très égoïstes, on a vu là enfin beaucoup d'humanité. Ça a participé à ce que je rentre vraiment du Pakistan avec... une expédition qui a marqué vraiment ma vie de bien des manières, parce que c'était long, c'était symbolique, c'était une réussite, et en même temps c'était une forme de prise de conscience que tout ne pouvait pas être solutionné par mes projets ambitieux. Voilà. Et puis ce secours, évidemment que ça m'a permis de me sentir un peu plus libéré de cette forme de culpabilité que j'avais depuis cette nuit de la Mèche, je pense aussi. Hein. Et puis quand on se sent utile, c'est quand même pas rien comme sentiment. Ça dépasse toutes les ascensions dans lesquelles parfois on manque de sens. Là, il y a un vrai sens d'humanité qui est très fort. C'était Benjamin Védrine au sommet du K2, la solidarité au-delà du record. Un récit documentaire de Sophie Queneau, rédaction en chef Lionel Cariou, réalisation Simon Berthier, production Christine Simeone Giocanti, studio de création ici. Merci à Sébastien Montaz pour les extraits sonores, François Damilano pour ses conseils, Alain Salomon et Marco Ranieri pour les traductions. Pour écouter d'autres épisodes de La Folie des Hauteurs, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!